BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Mon prochain invité qui est Philippe Lermy, le fondateur de traderchange.com et trader notamment sur le marché du Forex, le marché des devises. Philippe, bonjour et bienvenue. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Qu'est-ce qui se passe dans ces séances de fin d'année? Moi, c'est ça qui m'intéresse, parce qu'il n'y a quand même pas grand monde. Tous les gérants fondamentaux, les books sont fermés, nous dit-on. Il n'y a plus aucun ordre qui passe. Le volume d'activité est très très faible. Pourtant, il y a quand même bien des opérations qui se passent sur ces marchés. C'est quoi le but de ces dernières séances de l'année pour les investisseurs et pour les participants de marché, comme on les appelle? Alors je vais apporter le focus sur les devises, évidemment, puisqu'on sait que les gérants, ils font du window dressing, c'est-à-dire qu'ils cherchent à obtenir dans leur portefeuille les titres qui ont le plus monté, qui sont en vogue. Ils vendent donc ceux qui sont en perte pour afficher des belles valeurs. C'est pour ça qu'on voit LVMH monter, voilà. Kering, toutes les stars de l'année qui ont gagné 40, 50, 60%, c'est celles qui gagnent encore aujourd'hui. C'est pour ça, mais moi je vais expliquer ce qui se passe du côté des devises. On est déjà, on doit clôturer les bilans, on doit faire les comptes de résultats. Donc les trésoriers ont beaucoup de travail. Le change, les traders particuliers l'oublient souvent, c'est du change. Ça veut dire qu'il y a des transferts de devises en J+2. Ça, c'est le standard de marché. Vous achetez de l'euro-dollar. Vous allez donc recevoir des dollars d'une banque avec qui vous avez traité en 2 jours. Et vous allez être obligé de donner, faire un virement alors j'ai dit acheter l'euro. Vous allez recevoir des euros et vous allez donner des dollars. Alors en valeur J+2, donc sans compter les week-ends, aujourd'hui on est le 27, ça sera la valeur 31. Donc dans les conditions de standard de marché, on est au dernier jour pour faire des opérations de clôture de bilan. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe? Déjà, toutes les entreprises, les trésoriers des multinationales ont des comptes dans, je pense par exemple à Alstom, dans plus d'une centaine de paires de devises. Il faut simplifier les comptes au maximum pour les auditeurs financiers, les commissaires aux comptes. C'est-à-dire qu'on met à zéro tous les comptes. C'est-à-dire que si on a du yen, on va vendre le yen, on va acheter l'euro. Et on va vendre un montant yen. On ne traite pas en montant de devise de gauche, on traite en montant de devise de droite. Si c'est de l'AUD avec des centimes, on va traiter des centimes. On traite ce qu'on appelle des rompus. Donc, il y a énormément d'ordres qui passent, qui sont dans tous les sens. On ne peut pas deviner le sens du marché, puisque c'est des ajustements de C'est très technique, mais déjà, il faut réinsister sur 2 points, je pense, Philippe. Quand on parle du marché du Forex, donc un des marchés les plus gros du monde, le marché des devises, et qu'on parle des opérateurs et des participants de marché, il faut regarder ce que font les trésoriers d'entreprise. Là, on parle de l'utilisation réelle d'échanges, c'est pas de la spéculation, c'est du placement de trésorerie. On passe d'une monnaie à une autre. Et c'est ça. Et donc les entreprises sont des acteurs très importants de ces marchés. Et l'autre enseignement, c'est qu'à la fin de l'année, les trésoriers neutralisent finalement toutes les positions en devises qu'ils ont. Voilà, alors ils essayent au maximum. Oui. Alors ce qui se passe, c'est que souvent, ça se termine juste avec un compte en euros et un compte en dollars. Mais on n'a pas de roupie pakistanaise, de dong vietnamien, on n'a plus rien. On a zéro dans ces comptes-là. Sinon, on va avoir des problèmes. Ce qui se passe, c'est qu'en réalité, une multinationale, elle a plusieurs centaines de filiales. Il y a ce qu'on appelle un cash pooling, c'est-à-dire que les trésoriers des filiales locales, étrangères, renvoient le solde de leur compte, c'est-à-dire débit ou crédit dans chaque devise, aux trésoriers du siège social. Et il y en a qui sont en retard. Donc la majorité vont envoyer leur solde donc aujourd'hui et il y en a qui vont le faire lundi. Donc on va encore traiter du 30 valeur 31 puisque maintenant avec l'électronique on peut traiter beaucoup plus rapidement. Les 2 jours c'était tout simplement pour que les back-office des 2 contreparties se parlent. Hein. Alors le 30 déjà, tout ce qui va être contre Asie, on ne va pas pouvoir le traiter passer 11h du matin puisque le Japon, enfin tout ce qui est asiatique, les desks, les back-office vont être fermés, les trésoreries japonaises vont être fermées, asiatiques vont être fermées. Donc tout ce qui est euro-yen, euro contre dollar Singapour, etc., lundi vers 11h, c'est fini. L'euro-dollar, au contraire, on va pouvoir le traiter jusqu'au 31, valeur 31, mais d'habitude, le cut-off, il est vers 16h, mais là, il va être plus tôt. Pourquoi? Parce que le problème qu'on va avoir, c'est que les banques aussi ont des trésoreries.
Et les trésoreries des banques font exactement la même chose. Bien sûr. Donc ce qui va se passer dès le 31, le matin, il y a des banques qui vont dire je suis soldé, donc vous ne pourrez pas emprunter du dollar. Et oui, ils feront plus d'opérations. Voilà. Oui. Ils diront stop. Donc là, vous allez vous retrouver dans une situation, les gens qui n'ont pas pu avoir soldé leur compte à temps, les entreprises multinationales, vont se retrouver dans la situation où s'ils ne peuvent plus emprunter, ils achètent du dollar. Parce que voilà, emprunter, c'est recevoir du dollar. Donc on peut aussi l'acheter. Donc là, on peut avoir des flux d'achat de dollars qui arrivent brusquement à cause de ça, puisque c'est pour mettre des comptes à zéro en réalité. Donc il peut y avoir des mouvements très très violents. Et notamment, ça peut être aux alentours de ce qu'on appelle les fixings. Le fixing, il y a plein de types de fixing. Sur les bourses, c'est le fixing de clôture. Sur le Forex, c'est une photographie instantanée qui est faite. Alors, oui, parce que ça ne s'arrête jamais pour de vrai, le Forex. Voilà, donc le fixing principal, c'est celui qu'on appelle WMR de Londres. C'est 16h Londres, 17h Paris. Donc, celui de ce soir est important, celui de lundi est important, celui de mardi 31 décembre est hyper important. Ah oui. C'est intéressant, Philippe. Non, mais parce qu'on rentre un peu dans la technique de marché que vous connaissez particulièrement bien sur le Forex notamment. Mais contrairement à ce qu'on imagine, sur le Forex, encore une fois, sur le marché des devises, les fins d'année sont des périodes hyper actives en termes d'opérations. Les seuls banquiers qui restent font un nombre de tickets monstrueux, mais dans tous les sens. Et puis les back-office, ils rament parce que quand on a dépassé un cut-off, donc la date limite d'envoi des virements, là c'est vraiment des problèmes avec les experts comptables. Donc il va y avoir tous ces flux, donc la Fed le sait, c'est pour ça qu'elle rajoute un maximum de liquidité, puisque ce que je vous dis, ce phénomène existe aussi semestriellement. Et oui, et bien sûr, c'est intéressant parce que là aussi vous faites le lien avec la Fed, c'est exactement ce qui s'est passé en septembre où on évoquait sur les tensions sur le marché monétaire américain. On les expliquait à l'époque en disant oui, mais en plus c'était l'année fiscale qui se terminait aux États-Unis, il y avait des comptes effectivement du côté des entreprises, des gestions de trésorerie à faire, et c'était une explication qui avait été avancée pour expliquer la naissance des tensions sur les marchés monétaires américains. Mais cette situation là, elle se reproduit tous les 3 mois, tous les 6 mois et en fin d'année au maximum. Tout chaque année. C'est ça. Donc, historiquement, souvent on a vu le dollar monter, ça peut être à partir d'aujourd'hui, alors ça peut être encore plus fort tout à l'heure. Je vais vous expliquer que ça ne va pas forcément être le cas. Pourquoi ? Parce que déjà, la Fed a anticipé. Oui. Donc, c'est plutôt l'inverse qui peut arriver. Alors, si on parle de la Fed, la donne a changé depuis 2008 en réalité, puisque avant, on pouvait faire, la Fed prêtait de l'argent en blanc. En blanc, ça veut dire quoi ? Sans garantie. Alors que maintenant, avec ce qui s'est passé avec Lehman, une banque d'affaires vieille de 275 ans qui fait faillite, maintenant on veut des sécurités partout. On demande des garanties, du collatéral. Du collatéral, ça veut dire, en échange d'un prêt d'argent de la Fed, il faut donner temporairement un titre. Je mets en gage, c'est ça. Je crois que c'est un principe assez simple qui existe depuis la nuit des temps. Je dépose un gage et je retire de l'argent. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on met en caution ? Des Treasury Bills, donc des bons du Trésor américain, des Treasury Notes, des obligations américaines, puisque c'est un marché liquide et profond, puisque la caution c'est une garantie. Donc la Fed veut pouvoir la revendre le plus vite possible avec le moins de décalage de prix possible. Donc le marché à tort, à des moments, a pris la hausse des T-bills avec des taux en dessous de zéro comme des achats refuges, alors qu'en réalité, c'était des achats de collatéraux. Donc, ce qui s'est passé, c'est que du coup, tout ce qui est obligation, alors si on rentre encore un peu plus en détail, on the run, c'est-à-dire les obligations qui viennent juste d'être émises, puisque vous savez que le Trésor, la France fait pareil, les OAT, ce sont des obligations assimilables du Trésor, c'est-à-dire qu'on fait une première émission d'une 10 ans, en réalité elle a 10 ans et demi, elle est plus longue que 10 ans, et après toutes les souches qu'on va faire régulièrement vont se rajouter à la souche existante, c'est-à-dire que ce sera le même montant, le même taux d'intérêt, la même date de maturité, sauf qu'elle aura été, la souche d'émission aura été faite plus tard. Et donc au dernier moment, le Trésor français ou le Trésor américain ajuste le prix pour qu'elle soit assimilable et qu'il y ait plus de liquidité. Mais en réalité, tous ceux qui prennent des collatéraux, ils veulent les on the run, c'est-à-dire celles qui viennent juste d'être émises. Donc il y a en fait une prime de liquidité, ils ont une différence de prix. Il y a les autres, un investisseur de long terme qui va
garder, comme on dit, buy and hold, Ouais. qui va garder jusqu'à l'échéance l'obligation, lui, ça, Oui, ils sont ce détail-là, il s'en fiche. il s'en fiche. Ouais. Voilà. Mais donc en réalité, c'est un tout petit marché qui est, je dirais, utilisé pour les collatéraux. Donc là, les collatéraux, on estime que c'est environ 150 milliards de dollars de collatéraux qui sont nécessaires pour la fin de l'année. D'accord. Donc la Fed a émis 238 milliards à overnight, c'est-à-dire du jour, qui sont remboursés d'un jour sur l'autre, et à 32 jours. Mais vous dites là, après ce qui s'est passé depuis le mois de septembre, vous dites la Fed, elle va pas se faire piéger sur cette fin Non. d'année par ses besoins de liquidité qu'il peut y avoir dans le marché. Oui, donc là, les trois dernières adjudications du Trésor américain n'ont pas été, de repo, je veux dire, n'ont pas été servies en entier. Apparemment, D'accord. les acteurs... Les besoins étaient largement couverts. Voilà. Ah ouais. Le problème aussi, c'est qu'on peut avoir l'effet balancier-retour d'ici maximum 32 jours. Puisque quand on prête de la liquidité, au bout d'un moment, on rembourse. Donc ça peut arriver plus tard. Ah ouais, c'est ça. Mais alors, il y a un dernier détail dans tous les Ouais. acteurs, les gérants. Un asset manager européen, lui, il va jouer l'action Microsoft, son compte est en euros. Si l'action Microsoft monte, lui, il a peur du risque de change. Donc si l'action a monté, il a plus de dollars. Donc il va être obligé d'augmenter sa couverture à terme. Là, ce qu'on voit, c'est que le S&P 500 a monté d'environ 3,3% sur un mois. Il faut prendre aussi les obligations. Ça fait environ moins 0,3. Donc il devrait y avoir une vente de dollars due aux asset managers. C'est des sommes monstrueuses. Ouais, Hein. bien sûr. Là, on peut penser qu'elles sont anticipées. Donc là, par exemple, la baisse du dollar aujourd'hui, ouais. c'est sûrement ça. Puisque la date limite, c'est le 31 décembre. Mais comme ils ne se hedgent pas à 100%, ils peuvent commencer avant. À le faire avant, bien sûr. Voilà. Ouais, Donc, je comprends. C'est intéressant, non mais ça vaut le coup quand même. C'est technique, hein. On rentre dans les mécaniques de marché un peu pointues, mais c'est intéressant de voir que oui, les opérations de fin d'année, c'est quand même des sujets clés pour les investisseurs, quand bien même ce sont des opérations de très court terme, avec des impacts potentiels de très court terme, hein. Si j'ai bien compris, Philippe. En trading intraday, Oui. il faut Oui. en tenir compte. Ouais, mais on voit que ça décale, hein, sur les devises aujourd'hui. C'est quand même, voilà, on est sur une baisse de 0,5% du dollar aujourd'hui, hein. Ouais. Oui, la baisse du dollar est sûrement due à ça. Ouais, lié notamment, vous dites, aux gérants de fonds en euros qui sont obligés de réajuster leur couverture en dollars après la progression des marchés américains, pour dire les choses assez simplement. Vous restez avec nous, Philippe. On parlera du Brexit dans un instant, parce que effectivement, c'est une histoire qui ne s'est pas arrêtée au terme de cette année 2019, loin de là, et qui a peut-être pas mal de rebondissements encore à venir au cours de l'année 2020. Il nous reste, 4 minutes 30 avec vous, Philippe Lermier à mes côtés en plateau, le fondateur de traderchange.com, pour parler du Brexit. Oui, l'histoire n'est pas terminée, et on reparle même d'ores et déjà d'un risque de Brexit dur, alors même que la situation politique semblait être clarifiée au Royaume-Uni. Que peut-il se passer désormais, Philippe ? Bon, je pense que le Brexit dur, ça serait vraiment un peu une malchance, parce que donc là maintenant c'est dans la main des Anglais. Ils ont le 20 décembre, donc il y a eu un vote à la Chambre des communes. C'est la transposition en loi anglaise de l'accord de retrait, donc l'accord de retrait qui garantit un retrait ordonné avec des conditions et sous un cadre juridique précis. Ouais. Donc maintenant, il y a des commissions parlementaires au Royaume-Uni qui vont regarder cette proposition de loi anglaise. Après, ça va passer à la Chambre des Lords. Et à la fin, il y aura l'assentiment de la reine. Bon, j'ai l'impression que de facto, tout ça, ça devrait bien se passer. C'est une lettre à la poste. C'est pas ça le problème. Apparemment, le calendrier, c'est mi-janvier. Ouais. Donc, on peut... Ensuite, qu'est-ce qu'il y aura ? Il y aura la même chose du côté de l'Union européenne. Alors, on dirait que ça, c'est encore plus un fait acquis qu'autre chose. C'est la partie réglée. Après toute fin janvier. Là, ce qu'on peut supposer, donc le sterling monte sur sa lancée de l'accord. Le 31 janvier, au niveau de la devise, il ne se passera rien. Non, c'est déjà dans les cours. Tout est déjà dans les cours. Le problème, c'est que la période de transition, alors, elle garantissait quoi ? D'avoir toujours... une absence de droits de douane. Par exemple, les ressortissants britanniques, ils pouvaient utiliser leur passeport
jusqu'au 31 décembre 2020. On gèle la situation, voilà, telle quelle. En Statu réalité, quo, on gèle. Il n'y a pas de sortie effective au 31 janvier, c'est on gèle la situation jusqu'au 31 décembre, le temps de négocier la relation future. C'est ça le but de la Alors en détail, c'est négocier les accords commerciaux secteur par secteur, définir les quotas dans chaque secteur. Pourquoi est-ce que le marché a peur de cette période de transition trop courte? Visiblement, c'est dès que Boris Johnson, dès qu'on a compris que c'était sa volonté ferme de ne pas aller au-delà du 31 décembre 2020, c'est à ce moment-là qu'on a vu que la livre sterling était en train de rendre ses gains. J'avais entendu qu'il y avait environ 40 000 lois qui avaient été transposées. Donc c'est l'ordre de grandeur, c'est monstrueux. En plus, il va y avoir du protectionnisme des deux côtés. Donc pour garder son marché, voilà, c'est le problème. Alors à l'origine, c'était le Brexit, c'était le 29 mars 2019. Oui. Donc il y avait en réalité 1 an et 8 mois. Ouais. Maintenant, il n'y a plus que 11 mois. Il y a plus d'1 mois, il y avait déjà une source de l'Union européenne qui disait que c'était dans les rêves les plus fous de Boris Johnson. Et là, on entend la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, de dire que 11 mois, c'est trop court. Et ça, c'est fort probable. Ouais. Donc, à chaque fois qu'il va y avoir des achoppements sur des règles, des accords, à chaque fois, le sterling risque de baisser. Ça, c'est clair. Le point de pression, c'est à mi-année, autour du mois de juin. C'est ça, il faudra que le gouvernement de Boris Johnson se décide s'il demande ou non une extension de la période de transition. Le problème, c'est que je pense qu'il ne le veut surtout pas. Donc il risque de faire, comme il a fait précédemment, attendre jusqu'au dernier moment. Parce qu'il ne faut pas oublier, je crois que c'était Boris Johnson lui-même qui avait annoncé que c'était être un vassal de l'Union européenne, puisqu'ils n'auront plus le droit de vote. Mais plus que ça, il y a d'autres problèmes. C'est qu'ils n'auront pas le droit, tant que la période de transition est terminée, de négocier des accords commerciaux avec d'autres pays. Donc il veut en sortir le plus vite possible. Oui, non, mais il y a une logique derrière, effectivement. Oui, il y a quand même une logique. Et puis, comme les hard Brexiteurs disent, ça revient à rester dans l'Union européenne jusqu'en 2020. Mais ça veut dire que pour le marché, on va rejouer ce qu'on joue depuis 3 ans et demi. Chaque difficulté, alors évidemment, ça sera de plus en plus... Parce que le risque, finalement, est assez identique d'avoir un Brexit désorganisé ou un Brexit effectif qui ne soit pas cadré par un accord suffisamment défini ou suffisamment précis avec l'Union européenne. Oui. Je dirais, s'il y avait eu un no deal au 31 janvier, ce qui est très très peu probable, ça veut dire pas de transition de période, pas de période de transition, je veux dire. Ça veut dire aussi, d'un seul coup, on est suivant les règles de l'OMC. Le bœuf est taxé à 50%. Je dis plein de problèmes, les problèmes de normes pour tout ce qui est pharmaceutique, voilà, plein de problèmes dans le genre, l'alimentaire aussi. Mais en réalité, il ne faut pas oublier que même no deal, il y a eu plein de mesures qui ont été prises du côté européen, du côté pour se prémunir de ce genre de risque. Oui, Boris Johnson, le 3 octobre dernier, il a dit 88% des importations ne seront pas taxées. En cas de no deal. Voilà. Donc le no deal, peut-être que la liste, ça sera une belle opportunité d'achat en fait, peut-être. Puisque le sterling baisserait très fortement. Et puis les gens on s'apercevrait qu'en fait c'est finalement moins grave que ce qu'il nous paraît. Bon, on verra ça, mais on n'a pas fini de parler du Brexit effectivement avec cette période de transition qui va animer toute l'année 2020. C'est ça un peu le sujet, c'est que voilà, la période de transition, ça nous renvoie au 31 décembre 2020 et donc c'est assez loin quand même dans l'année 2020. Donc on peut imaginer que c'est un sujet qui va peser de tout son poids au cours de l'année prochaine. Merci beaucoup Philippe. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi en plateau. Philippe Fermi, fondateur de traderchange.com et trader sur le marché des devises notamment, vous l'aurez compris. Bientôt 16h, on marque une pause.